je pense qu'on peut commencer juste par te donner l'occasion de te présenter. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Donc, moi, c'est Dr Nadia Guilmana. Comme tu as bien présenté, je suis ORL et chirurgienne cervico-faciale. Présentement, je pratique à Saint-Jean-sur-Richelieu en majorité, donc la majorité de ma pratique d'ORL, mais je fais aussi de la médecine esthétique, là, donc ça, c'est hors RAMQ, au privé, au sein des cliniques Dermapur. Je pratique depuis 2017, donc ça fait déjà 7 ans. Puis c'est pas mal ça. Cool, Ouais. cool. Puis, off the mic, de ce que j'ai compris, tu as fait ta résidence à l'Université de Sherbrooke. Exactement. Est-ce que Médecine tout et ton résidence. parcours? Oui. Médecine et résidence à l'Université de Sherbrooke. Au campus Sherbrooke directement. En fait, à Sherbrooke, l'université de la faculté de médecine, pardon, est au niveau de l'hôpital Floquemont. Fait que c'est pas avec le main campus principal de l'Université de Sherbrooke. Parfait. Et à la base, es-tu de la région de Sherbrooke? Oui. C'est vrai? Oui. Puis, fait que là, tu as fait de la route pour nous rencontrer. Oui. Je me suis déplacée de la Rive-Sud, conduit pendant longtemps de trafic. Puis là, je me sens All the way ici. to Chabanel. On est vraiment, vraiment honorés. Fait que, qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'ORL? C'est-tu quelque chose que tu savais d'emblée en rentrant en médecine ou... Non, honnêtement, quand je suis rentrée en médecine, là, mon objectif, c'était d'être chirurgienne cardiaque. Donc, wow. c'est pas pantoute ça qui est arrivé, là, comme on peut constater. C'est rare que quelqu'un rentre en médecine puis a déjà un intérêt en chirurgie cardiaque, non? C'est pas commun qu'on entend ça. Honnêtement, c'est l'affaire la plus basique. Là, on avait fait une dissection d'un cœur. En secondaire 3, 4, une affaire comme ça en bio. Puis j'étais comme, oh my God, je vais faire ça toute ma vie. Puis finalement, zéro ça que j'ai choisi au cours de la médecine. T'sais, on voyait un petit peu... je pense qu'on choisit nos spécialités par rapport à nos intérêts. Oui, ça m'intéressait beaucoup la chirurgie en général, fait que toutes les spécialités chirurgicales. Mais après ça, tu te rends compte qu'il y a des choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, soit le type de patient que tu vas voir, l'horaire que tu vas avoir, l'horaire de garde, l'horaire de travail comme résident et même après comme patron, les pathologies, est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça t'intéresse moins, surtout le bread and butter, parce que, oui, à la résidence, on veut tout voir, on veut voir des affaires super cool, les cas les plus rares, mais dans la vraie vie, c'est pas ça que tu vas faire tous les jours. Absolument. Fait qu'il y a beaucoup de ça qui est rentré en ligne de compte. Fait qu'au bout de mes 2 ans de médecine, de pré-externat, dans le fond, j'étais comme... Je pense que l'ORL, c'est quelque chose qui m'intéresse. Fait que c'était vraiment avant même de faire l'externat. Donc, ouais. Notre sponsor pour cet épisode est nul autre que Frédéric Anna Immobilier. Frédéric Anna est un courtier immobilier dédié à défendre les intérêts des professionnels de la santé en matière d'immobilier et de finances. Étant lui-même étudiant finissant au doctorat en pharmacie, il connaît et comprend nos défis et notre réalité. Que vous souhaitiez vendre, acheter ou louer une propriété, Frédéric Anna Immobilier est la ressource qu'il vous faut. Il offre un service exemplaire, personnalisé et éthique, ce qui rendra votre expérience en immobilier des plus agréables. Allez consulter sa page Instagram sur laquelle vous trouverez du contenu informatif qui pourrait vous faire économiser beaucoup d'argent. Vous trouvez les informations dans la description. Puis c'était comment que tu l'avais découvert à ce moment-là? C'était via des journées d'observation? C'était juste l'anatomie à ce moment-là qui t'a fait réaliser « Shit, j'aime l'ORL ». Là, vous me faites remonter vraiment longtemps. Je pense qu'il y avait des patrons. Les patrons d'ORL à Sherbrooke sont particulièrement cool. Puis là, je prêche pour ma paroisse. C'était vraiment cool. Il y avait l'air d'avoir un style de vie aussi qui me convenait. Mais les pathologies aussi étaient vraiment intéressantes. Fait que, de se dire... Tout le monde va dire que sa spécialité, c'est la belle spécialité puis qu'il y a full de variétés puis tout ça. Mais on dirait que je me disais, les oreilles, le nez, le larynx, il n'y a rien qui fonctionne pareil. Là. C'est complètement des systèmes à part entière, même si c'est tout interrelié. Fait que je trouvais ça super intéressant. Puis je trouvais aussi intéressant que c'était une spécialité qui était basée sur la qualité de vie. Fait que beaucoup de choses qu'on traite, c'est vraiment de ramener une qualité de vie et pas tant life-saving. Oui, il y a des choses qu'on fait comme des trachéos d'urgence puis des affaires comme ça qui sont life-saving, le airway. Tu dois connaître ça. Absolument. Donc, mais c'était beaucoup la qualité de vie, puis je trouvais ça super intéressant. Très cool, très cool. Et fait que là, tu rentres à l'externat, tu te dis, bon, j'ai un intérêt en ORL, viens les stages. Est-ce que ça a été, genre, first day, je confirme mon intérêt? Ou, par exemple, moi, dans mon cas, je voulais explorer l'anesthésie. Puis là, j'arrive mon premier jour, puis c'était plate. C'était plate à mourir. C'était comme un cas... C'était un cas... Arrête! C'était un cas d'une journée. Puis j'étais nul pour intuber, fait que j'avais foiré mon intubation. T'étais nul en intraveineuse. Fait que bref, la première journée a juste comme pas bien été. Puis là, j'étais comme, est-ce que je suis comme vraiment sûr de où je m'en vais là, avec ça? Mais après ça, bon, t'es de plus en plus habile, tu comprends de plus en plus ce qui se passe. Fait que je me suis comme épanoui par la suite. Comment a été ton expérience rendue à l'externat?
en lien avec l'ORL? Moi, j'ai adoré mon stage. Encore une fois, je l'ai fait à Sherbrooke. Hey, belle université. Mais j'ai adoré mon stage. C'est vraiment aussi à cause des résidents. Je pense que les résidents ont une grosse part à jouer sur est-ce que tu aimes ton stage et que tu n'aimes pas ton stage. C'est souvent avec eux que tu vas être le plus en contact. Puis moi, je me rappelle, à ce moment-là, il était R2, là, mais ça a été mon senior après, pendant comme 2 ans. Puis je le trouvais... tout ce qu'il disait, j'étais comme, c'est tellement intelligent, il est tellement bon. Ben, je pense encore ça, là. Ben, oui. Mais il va se reconnaître s'il écoute le podcast. Mais, fait que c'est lui qui m'avait comme vraiment plus donné un intérêt. Puis encore une fois, comme je dis, les patrons étaient super cool. Puis là, tu vois les chirurgies, puis tu vois qu'à quel point c'est comme, c'est varié, malgré le fait que tu travailles dans comme un tout petit espace. Fait que non, mon stage avait juste comme confirmé, tu sais, j'étais intéressée, j'étais intriguée, puis pendant le stage, j'étais comme, c'est vraiment cool. Puis, ouais, fait qu'à la fin du stage, j'étais comme, c'est sûr que j'applique, j'ai vraiment trippé là-dessus, j'ai demandé mes lettres de référence, etc. Là. Très cool. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Comme l'équipe de travail fait tellement une différence parce que 100%. même si on a un intérêt dans quelque chose, juste le fait de travailler avec du monde qui te donne envie de faire ça, ça change tout. Là. Je pense qu'avec la bonne équipe de travail, tu pourrais te convaitre de faire n'importe quelle spécialité. 100%. Là. Puis je pense que on se rend pas compte à quel point c'est important. T'sais, je sais pas c'est comment les programmes d'anesthésie et de radiologie à Montréal, mais nous autres, à Sherbrooke, en ORL, on est 10 résidents maximum. Ouais. T'es tout le temps ensemble. Fait que s'il y a de la bisbée, puis tout ça, ça se ressent. Tandis que quand t'as une équipe soudée, tu t'entends super bien. Il y en a que c'est encore mes amis, il y en a avec qui je travaille actuellement, que ça change tout là, d'avoir une équipe de travail top-notch. Puis à Sherbrooke, on avait vraiment ça. Avez-vous la même genre de relation junior-senior que Nadia décrit? Ben, je pense que dans des programmes où on est plus, c'est peut-être moins le cas. Mais c'est sûr que le monde dans ma promo, je suis tellement content de ma promo, justement, c'est vraiment une belle équipe. Puis ça fait vraiment la différence. Genre, on passe tout à travers les mêmes étapes. Puis juste le fait que je sois capable de... Ben, c'est pas juste des collègues, là, c'est rendu des amis. Puis genre, être capable de leur parler, aller prendre une bière, je trouve ça hallucinant. Puis il y a d'autres personnes dans d'autres cohortes, mais c'est sûr que quand on est rendu 8 par cohorte, durant 5 cohortes, on peut pas non plus devenir... aussi proche avec tout le monde. Là, que, là, si vous étiez 2, c'est ça que je comprends? Nous, on est 2 par année. Fait que à Sherbrooke, à Montréal puis à McGill, des fois, ils sont 3. Là. Ouais. Mais nous, on était 2 par année. Fait que tu étais avec ton binôme. Puis on souvent, peut connaître tout le monde dans ce temps-là. C'est ça. Fait que là, tu connais très bien les gens. Puis on avait beaucoup d'enseignements qui étaient faits par nos résidents seniors. Fait que c'est eux qui nous montraient comment drainer un abcès pyramidalien, gérer un épistaxis, tout ça. Fait que tu étais comme tout le temps avec eux, plus qu'avec l'autre résident de ton année, finalement. Ouais. Puis c'est ça, est-ce que tu as aussi la même interaction avec tes résidents seniors en radio d'un point de vue académique puis pédagogique ou... Je pense que c'est plus comme durant les gardes pyramidales, là, le temps qu'on se rend autonome. Mais après ça, c'est moins le cas. Parce que on veut pas, on révise directement nos cas avec les patrons. On n'a pas de... On a moins cette interaction, à moins que ça soit comme, par exemple, dans des stages... dans des stages d'intervention où là, on a besoin de quelqu'un qui nous montre. Là. Celui-là, en fait, on a eu un invité il y a quelques épisodes là, qui était Dr. Diakité, là, Ali. Puis lui, durant mon stage d'intervention, c'est le seul moment où je trouve qu'on a eu cette interaction-là. Mais tu sais, il montrait comment faire les biopsies, il montrait comment drainer l'acide, tout ça. Fait que ça, je trouve qu'on l'a moins à radio, mais juste l'esprit d'équipe et tout ça, je trouve que ça... Premièrement, c'est important de l'avoir, mais ça se crée aussi, puis ça prend de l'effort, mais c'est important de le garder. Right? Parce que, en effet, nous, en anesthésie, on se connaît à l'extérieur d'un hôpital, mais on n'interagit jamais ensemble dans une salle. On est tout le temps patron-résident. Fait que t'as jamais ce lien entre junior et senior d'un point de vue académique, puis pas que c'est un manquement, mais que je trouve que des fois, les résidents ont plus à t'apprendre que les patrons, surtout par rapport à ta situation actuelle. Puis comment vivre en tant que résident, puis comment t'adapter. Fait que c'est cool de savoir que c'est une réalité en ORL. Et là est venu le moment d'appliquer pour la résidence. Est-ce que tu voulais rester à Sherbrooke? Est-ce que ça a été une obligation? Comment t'as vécu un petit peu ton choix de résidence? C'était un peu une évidence. Là, pour moi, je savais que je voulais faire de l'ORL. C'était mon premier choix. Je voulais appliquer dans une université francophone. Fait que là, il reste 3 choix. Sherbrooke, je savais que c'était un excellent programme. J'avais fait mon stage là. Je veux dire, mes amis, ma famille sont à Sherbrooke. Fait que
dans ma tête, ça faisait bien du sens de rester à Sherbrooke. Puis, tu sais, c'était mon premier choix. Puis, yeah, j'ai matché. Ça a donné. Ça a bien la donné. Mais, tu sais, oui, j'ai fait le processus d'entrevue pour Montréal, Québec, tout ça. J'ai appliqué en ophtalmo, j'ai appliqué en médecine interne. Tu sais, j'ai appliqué dans des programmes où... j'ai appliqué aussi en uro, j'ai oublié. Ah ouais, J'ai aucun appliqué... rapport. J'ai appliqué vraiment dans des programmes où je sentais que l'environnement d'apprentissage allait être positif, si on peut dire, là, que ça allait être un bon environnement d'apprentissage. La majorité de ces programmes-là étaient à Sherbrooke. Fait quoi? Parce que j'avais beaucoup aimé mes stages. J'ai fait quand même des stages dans d'autres spécialités puis tout ça. Fait que j'avais quand même vraiment apprécié les milieux de stage à Sherbrooke. Fait que j'étais comme, moi, rester ici, aucun stress. Là. Awesome. Puis là, commence la résidence. C'est quoi les challenges que tu as rencontrés durant ta résidence? Hey boy, OK. Une grosse question. Grosse question, c'est existentiel. Aucun challenge. Non, je pense que... Hey boy. Il y a la gestion de l'horaire qui devient tout d'un coup... c'est comme un peu plus tricky. Fait que tu te rends compte que finalement, tu finis par voir pas mal plus du monde avec qui tu travailles. Ça devient tes amis aussi. Fait que finalement, tu fais comme d'une pierre deux coups. Je vais pas dire la perte de ta personnalité, mais dans le sens que tu viens tellement investi à être un bon résident, à étudier, à être présent pour les cas, faire ci, faire ça, que comme toutes les affaires que tu faisais avant, les hobbies, les ci, les ça, on dirait que ça prend un petit peu le bord certaines fois. Fait que ça a été un challenge. Puis sinon... Puis est-ce que ça a été... Est-ce que tu as eu des moments durant la résidence où tu as douté de ton choix ou t'es... Non. Aucun moment? Que j'ai douté du choix de faire l'ORL? Exact. Non. Du tout. OK. Fait que ça a été une confirmation pas mal durant la résidence. Ouais. Puis est-ce que durant la résidence, vous avez l'occasion... Par exemple, nous, en anesthésie, on a plusieurs stages à l'extérieur, des stages ectopiques qui viennent complimenter un peu notre expérience de la résidence. Est-ce que tu trouves que ces stages-là étaient pertinents? Est-ce qu'ils ont fait de toi, par exemple, une meilleure résidente? Je ne sais pas si vous faites, par exemple, des stages en anesthésie à Sherbrooke. Oui, tu sais, la première année, c'est quand même le tronc commun. Fait que, on a des stages surtout en chirurgie générale, en vasculaire, parce que, on fait quand même des lambeaux puis tout ça. Après ça, fait des stages en infectio. Aïe, là, je remonte. Là. Puis, tu sais, le programme a tout changé. Là. Quand moi, j'ai fini, le programme a complètement changé. C'est devenu compétences par conception. Là. Fait que ça a complètement... Il n'y avait pas d'APC. Non! Oh, God. Good old times! Sérieux, je peux te dire que les programmes par compétences ne sont pas toujours appréciés. Là. J'en ai entendu parler. J'ai rempli des fiches d'APC et je trouvais ça très spécial. Mais écoute... It is what it is. It is what it is. Fait que, c'est ça. Fait que oui, on fait des stages ectopiques. Puis, rappelle-moi ta question. Ben, est-ce que tu trouves que ça complimentait éventuement... Qu'est-ce que tu donnais comme résidente en ORL, puis surtout comme ORL chirurgienne? Oui, c'est sûr que ça complimente, comme le fait de faire de l'infectiologie. On en voit beaucoup des infections en ORL, là, les orlites, puis tout ça. Fait qu'on en voit beaucoup. Moi, j'ai gardé des connaissances de ça. C'est sûr que, traiter, je sais pas moi, des pneumonies, la pneumocystis, machin, je fais pas ça dans mon day-to-day, mais quand même, l'antibiothérapie, le concept des antibiotiques, c'est resté suite à ces stages-là. La vasculaire, même affaire. Il y a des trucs que tu reconnais, les plaies, tout ça, la plastie, etc. Fait que, oui, ça sert pendant la résidence, puis c'est des concepts qui restent, c'est des concepts chirurgicaux quand même fondamentaux. Donc, ça reste pour le futur et même la pratique, là, après tout. Puis je trouve ça intéressant parce que souvent, quand on est dans ces stages-là, on dirait que ça nous tente moins d'être là. On dirait qu'on voudrait je dis pas faire... que ça me tentait, par exemple. mais on dirait que c'est comme en rétrospective qu'on se dit « Ah, ben finalement, mon stage de neuro, je sais qu'est-ce qu'il veut dans sa demande, dans sa requête d'IRM. Je le connais, puis j'ai travaillé avec lui, puis il m'avait expliqué pourquoi il demandait ça. Exact. Puis ça change la donne parce que quand on fait nos stages comme ça ectopiques, ben, on n'est pas dans le mindset de je deviens infectiologue ou neurologue, mais on est plus dans le mindset de comme j'en retire ce que j'en ai le plus besoin. Puis on retient cette information parce qu'on est comme OK, qu'est-ce qui va me servir plus tard, puis comment je vais pouvoir l'utiliser, puis c'est ça qui va être consolidé. Définitivement. Ouais. 100%. Définitivement. Puis je trouve que l'idée dans ces stages ectopiques-là, c'est pas comme un externat part 2, mais c'est surtout je sais où je m'en vais, puis je vais aller y chercher ce qui est pertinent pour moi, puis pas nécessairement d'être dans un stage d'infectio comme un résident de médecine. Là, je pense que c'est deux réalités complètement différentes.
Fait que, en effet, je suis super d'accord. Puis juste pour revenir à ton point de on reste tellement dans le travail qu'on perd nos hobbies, tout ça, à quel point tu avais du temps pour ça en ORL? Des spécialités chirurgicales sont reconnues pour être vraiment, vraiment time-consuming. Est-ce que c'est le cas en ORL lorsque tu as fait ta résidence? Ben, tu sais, je peux pas dire qu'on avait zéro temps, c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, on était dans les spécialités qui commencent la tournée le plus tard, et à 7 heures. Fait que ça, puis tu sais, je veux dire, dépendamment du type de stage junior, senior, tu sais, tu finis autour de comme 4 heures, 5 heures. Fait que tu sais, t'as quand même du temps. Tu sais, moi, j'avais pas de conjoint, j'avais pas d'enfant. Fait que tu sais, je veux dire, je pouvais aller m'entraîner, je voyais des amis quand même. J'avais pas de vie du tout. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, les examens approchent, tu sais, parce qu'on a des examens comme périodiquement dans l'année, évidemment, de pratique, là. Là, à un moment donné, tu t'étudies. Tu le sais que quand tu vas faire un cas que tu n'as jamais fait, ben, il faut que tu étudies. C'est quoi la pathologie, c'est quoi l'anatomie, tout ça. Fait que tu as quand même beaucoup de choses à faire en dehors de juste être là de 7 à 5, mettons. Oui, exact. Donc, toute l'étude qui vient autour. C'est ça. Aussi. Là. Mais là, tu te fais des petites dates d'études avec tes amis, puis là, tu prends un café, puis là, si. Mais tu sais, as quand même du temps, mais c'est sûr que plus tu avances dans ta résidence, puis tu es comme le Collège Royal. Ouais. That monster. C'est drôle, ça vient pourtant pour nous. Ouais. C'est-tu rendu R4, vous aussi? Ou Exact. Ouais. Non, ben nous, c'est début R5. Oui, c'est ça, pardon, Nous début aussi, R5. Ouais. Puis quand on avait commencé le podcast, en fait, on avait commencé le podcast directement après notre médecine. Fait que c'était loin, là. Puis là, plus on en parle, plus on a des invités qui nous en parlent, plus on réalise, OK, c'est pas dans si longtemps que ça. C'est une expérience. C'est une expérience. C'est une expérience. Puis ça doit être particulier de le faire début R5. Là. J'ai une collègue qui l'a fait début R5. Puis je suis comme, moi, dans ma tête, je me dis, j'aurais été incapable de faire ça, mais toute ta résidence n'est pas basée sur ça. Nous, c'était basé sur on le fait. Puis toi, c'était plus à la fin, dans le fond? Oui, bien, en fait, nous, ça commençait déjà à comme reculer dans le temps. Là. Mes seniors l'avaient fait en juin. OK. Puis moi, je l'ai fait en mars-avril. D'accord. Fait que ça commençait déjà. Très tard. Hein? Juin, ça serait très ouais, tard. Les gens là. finissaient. Il n'y avait même pas leurs résultats. Puis comme le 1er juillet, là, c'est ça. Là, fait que, Puis est-ce qu'il y avait aussi une partie orale puis écrite, oui, un peu comme. Exact. OK. Mais c'était comme 2 jours, tu sais, je pense que c'était 2 ou 3 jours collés. Là, c'était comme. Nous, on a eu 2 semaines entre l'écrit puis l'oral. OK. Puis je pense que back in the day, tu faisais tes 2 jours d'écrit puis tu avais ton oral après. Oh my God, ça devait être Est-ce que intense. c'était en présentiel quand vous le faisiez? Oui, ça a toujours été Ça en va présentiel. revenir en présentiel pour nous. Ça a été C'est encore virtuel. en virtuel? Ouais. C'est encore en virtuel. Puis je pense que ça va revenir... Pour les oraux aussi? Il me semble que les examens du Collège Royal vont être en présentiel. Les détails, je sais pas, mais... Mais je fais ça. T'es encore un peu dans un déni. Ouais, c'est ça. Je suis comme en déni. Il va falloir se déplacer. Je pense à soit Toronto ou Ottawa. Ottawa. Le Collège Royal était à Ottawa. Ouais, ouais. Bon. On avait fait un bon voyage. J'avais oublié mon portefeuille avec mes pièces d'identité dedans. Pardon? Oh, mon Dieu. Ça, c'est l'histoire. Ouais, je suis partie, j'ai tout pacté, mes affaires, mes sacs de notes, mes trucs. Tout cet été, je dormais dans une chambre avec une amie qui était R5 aussi, nanana. Puis là, je me rends compte que j'ai oublié mon portefeuille, c'est-à-dire j'ai 0 pièce d'identité. Puis même si les évaluateurs, c'est comme tous des gens que je connais, parce que la communauté d'ORL francophone, il n'y en a pas tant que ça, ben là, ça te prend une pièce d'identité. Ma mère a fait la route pour venir me porter mon portefeuille. De Sherbrooke jusqu'à Ottawa. Tu l'as réalisé à quel moment dans la journée? Genre le soir à 8 h. OK. Puis c'était le lendemain matin. Ouf. Au moins, c'était pas le matin même. C'est ça, parce que moi, c'est ça que je pensais qu'il était arrivé. Au moins, c'était pas à Toronto. Hey, quelle histoire. J'étais comme, c'était pas mon best. Moi, je suis un peu stressée. Des photos sur le téléphone, ça marchait pas. Non, fallait que tu la. Ouais. Mais tu veux pas prendre la chance non plus d'arriver puis qu'ils te disent non, tu peux pas rentrer avec ta photo. C'est normal aussi, mais ça doit être tellement étrange d'être devant ton patron avec qui tu as travaillé le lundi. Puis d'oublier ta carte, puis t'es comme, mais c'est moi. Je vais faire l'examen, je vous l'avais dit. On saura jamais ce qui se passe si t'oublies tes pièces d'identité. Ouais, je vous le souhaite pas non plus. Tout pour te rassurer avant un collège royal. Bon, à la fin de toute la résidence, tout ça, une des choses que je me demandais, parce que là, tu nous as parlé un peu de ta pratique, tu fais de l'esthétique, mais comment est-ce qu'on choisit... qu'est-ce qu'on veut faire? De l'académique, du privé, du public. Tu sais, surtout avec ton profil, tu peux faire un peu d'esthétique. Moi, on peut pas faire d'esthétique en radiologie, mais je veux dire, comment on choisit ce type de choses à la fin? Est-ce que c'est avec les stages à option? Est-ce que c'est avec les mentors qu'on a au cours de la résidence? Ça dépend. Tu sais, je te dirais que
c'est un peu vague, là, tu sais, qu'est-ce que tu veux faire. Puis, tu sais, tu te rends compte des fois un peu trop tard qu'il faut que tu choisisses comme plus tôt. Tu sais, mettons, tu vas aller faire... Tu vas aller faire un fellow aux États-Unis. OK, ben là, dans le fond, ça te prend ton USMLE, step 1, step 2, step 3. Puis là, là, t'es comme, OK, ben là, moi, j'ai pas étudié pour ça. Puis là, c'est des notions comme un peu plus comme le LMCC, tu sais. Fait que là, t'es comme, OK, il faudrait que je me remette à étudier ça en plus d'étudier ma résidence. Je veux-tu vraiment faire ça? Là, faire un fellow, t'es comme, ben là, il y a des surspécialités dans toutes les spécialités. Là, t'es comme, OK, ben ça m'intéresse moins, ça m'intéresse plus. Là, mettons, moi, tout m'intéressait. T'sais, j'avais comme un peu de misère à choisir exactement, je vais faire ça pour le restant de mes jours. T'as l'impression que c'est ça quand tu fais un fellow, mais en vérité, c'est pas ça, dépendamment du travail. Là, mais moi, j'avais l'impression que si je choisissais, par exemple, de faire de long cours, ben j'allais être obligée de faire ça. 100% de ma pratique, je pourrais rien faire d'autre. Puis pas moduler un peu. Exactement. Chose que, dans le fait, quand je regarde mes amis qui ont fait un fellow puis qui là, sont retournés, mettons, à Sherbrooke. Puis là, je parle de Sherbrooke parce que c'est le milieu que je connais le plus. Tu sais, leur pratique, c'est pas 100% ce qu'ils ont fait comme fellow. Tu sais, ils font un peu de général, ils font un peu de PED, ils font un petit peu de... Tu sais, fait oui, ils vont faire beaucoup plus de leur pratique, ça va être la majorité, mais tu sais, c'est peut-être un 60-70 versus un 30-40, tu sais. Fait qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. Après ça, ça dépend aussi où tu veux aller. Mais où tu veux aller dépend aussi de où il y a des postes. D'accord. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, moi, j'avais pas trop de contraintes en termes de, tu sais, famille conjointe. Tu sais, je me disais, je peux aller un peu partout, mais tu sais, tu veux pas non plus t'exiler loin de tout ton système de support. Tu sais, tu veux pas t'en aller à un endroit où t'as personne, tu connais personne. T'sais, même pas d'amis qui partent avec toi. T'sais, mettons, il y en a qui partent une petite gang, 5, on va aller à Rimouski. Mais là, je sais, Rimouski, c'est loin, mais no offense aux gens de Rimouski. On va aller à Rimouski, on est 5 ici, puis là, comme tu te fais ta petite gang, it's fine. Mais moi, je pense que j'avais besoin quand même de voir mes amis, puis tout ça, de ma famille de façon plus régulière que monter une fois par année. D'accord. Ouais. Fait qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. Puis après ça, ben, tu sais, rendu à R5, souvent, t'es tanné. Hein? Fait que t'es comme, je suis prête, là, je vais travailler. C'est là, genre, elle me donne. Mais oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est aussi le fait de pas savoir que tu peux moduler ta pratique. Puis moi, je pense que c'est une des choses que j'ai appris avec le temps et d'être devenue patronne, finalement, que tu peux vraiment moduler ta pratique puis décider combien de jours semaine tu travailles, combien tu fais de ci, combien tu fais de ça. T'sais, oui, il y a les obligations de base, les gardes, les salles d'op en chirurgie. T'sais, quand t'as pas de salle d'op, t'as pas de salle d'op, là, mais les salles d'op, les gardes, mais après ça, ton temps, tu fais ce que tu veux. Là. D'accord. D'accord. Ça, je trouve que c'est un super bon point que tu amènes par rapport au fait qu'on a l'impression qu'on fait une décision pour une vie, mais puis je le réalise surtout, je te dirais, depuis le début du R3, que les patrons commencent à te demander, bon, où t'appliques, puis qu'est-ce qui s'en vient après, puis je suis comme, shit, c'est une grosse décision, là, genre, je décide pour ma vie, mais il y a une patronne qui m'a dit, écoute, comme c'est pas coulé dans le béton là. Puis il y en a qui commencent dans un milieu puis une année plus tard ils réalisent que c'est pas nécessairement la team ou bien la pratique qu'ils veulent. 100%. Puis c'est rassurant au moins d'avoir un peu cette flexibilité là. Mais tu sais, je trouve qu'on nous met beaucoup de pression, que ce soit là tu finis le cégep, c'est comme là tu vas décider qu'est-ce que tu vas faire pour le restant de tes jours, tu choisis un programme d'université, mettons. Après ça, mettons, tu vas en médecine, ben là, tu vas choisir pour le restant de tes jours qu'est-ce que tu vas faire. Tu vas faire cette spécialité-là. Puis là, tu finis ta résidence, puis là, c'est la même affaire. Là, tu vas choisir un milieu pour... Mais tu sais, en vérité, y a pas de nuance, on dirait. C'est ça, tu peux changer, là, si tu veux. Le monde va pas se terminer parce que tu changes. Même si tu décides de toi, finalement, l'anesthésie, ça te plaît pas, tu vas aller en médecine de famille. Comme le monde va pas s'arrêter de tourner parce que tu fais ça. Puis tu vas peut-être être plus heureux là-dedans. Là. Oui, c'est quelque chose qu'on réalise pas, tu sais, quand on passe à travers le processus de genre rentrer en médecine ou rentrer en résidence, mais tu sais, moi, je l'ai vu, là, des changements de... Finalement, il y a une personne qui est dans une spécialité chirurgicale, puis s'en va dans une autre, ou quelqu'un en radiologie, puis lui s'en va dans une autre spécialité. C'est des choses qui arrivent, puis c'est valide, puis tu sais, au moins, moi, je trouve ça rassurant d'avoir comme une vision, puis de dire comme, ça serait le genre de pratique, mais sachant que tu peux changer d'idée, puis c'est pas grave. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu peux partir en fellow dans un autre pays, tu rencontres quelqu'un, tu fais ta vie avec, tu restes là-bas. Bon, je ne vais pas rentrer dans la politique parce que ça, c'est comme pas correct. J'aurais pas dû mentionner cet exemple-là, vous couperez ça au montage. Mais tu sais, je veux dire, tu peux partir... Tu peux décider de partir en fellow, tu bookes toutes tes affaires de fellow, finalement, boum, bébé. Tu pars pas en fellow, puis finalement, tu commences ta pratique, puis là, genre,
Ouais, il y a plein d'affaires qui peuvent arriver puis qui sont normales, qui sont des choses humaines qui vont arriver, qui fait que tu peux pas prédire d'avance les 10 prochaines années de ta vie. T'sais, c'est jeune là, pour prédire. Là, tu finis ta résidence à quoi? À 26, 27, 28, mettons, tu finis une spécialité de 5 ans. Qu'est-ce que tu vas faire le restant de tes jours? En effet. Intense. Puis l'autre point, ça me fait penser à une vidéo que j'ai regardée cette semaine, mais par rapport aussi à l'ultimatum du bonheur, là, parce qu'au final, c'est un peu ce que tu veux, dans le sens que tu fais une pratique parce que tu penses que tu vas être heureux et épanoui là-dedans. Mais on dirait que ça revient un peu à ce que tu disais par rapport à... Tu rentres au cégep puis tu dis, OK, je vais charbonner, je vais travailler fort au cégep, mais je vais être heureux quand je vais être rendu en médecine. Puis là, je suis en médecine, puis tu réalises que tout le challenge auquel tu pensais des entrevues, c'est comme derrière toi, puis tu y penses plus. Mais là, non, éventuellement, c'est la spécialité. Puis là, tu rentres dans la spécialité, puis c'est le milieu, puis c'est la surspécialité. Puis tu réalises, tu t'arrêtes jamais. J'ai eu une discussion très similaire cette semaine autour du verre avec un collègue où est-ce qu'on parlait de comme tu sais genre radio, puis c'est tout le temps ça, on chase the next step toujours. On voit puis on veut être le meilleur étudiant en médecine, puis là on grind le meilleur radiologue, puis là je suis dans mes livres puis j'étudie juste, mais tu sais ça va jamais arrêter. Fait que, tu sais, faut que tu essaies de profiter pendant que tu es là aussi. 100%. Fait que, tu sais, genre, comme je disais, tu sais, genre, il y a moyen de pas être au 100% de ce que tu aurais pu être, mais être peut-être au 70, 80%. Mais ça te permet d'être plus épanoui, right? Exactement. Puis, tu sais, on réalisait ça ensemble tu sais, d'autres choses aussi, là, puis il faut pas oublier que, genre, on peut se noyer tout le temps dans les articles, dans les études, tout ça, mais puis dans le travail. Mais tu sais, genre, c'est important aussi de faire d'autres choses puis avoir d'autres intérêts. Tout à fait. Puis maintenant que tu es rendu patronne, quand même depuis 7 ans, fait que tu as passé un peu le premier 5 ans qui est comme de l'adaptation de ce que j'en entends des gens qui sont nouvellement patrons. Je peux plus cocher le comme jeune patron en bas de 5 ans. Je suis comme, oh my God, c'est fini. You're getting to your prime. Fait que comment tu le vis? Comment je vis d'être en pratique depuis 7 ans? Exact. Ben, juste les premières années de pratique, le fait que tu n'as plus besoin de rentrer chez toi puis de lire un livre puis de préparer pour un collège royal. Honnêtement, c'est vraiment cool. Fait que je vais vous dire d'avance, quand tu réalises que tu n'as plus cette pression-là, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain, parce qu'on s'entend que le 30 juin, tu es R5, puis le 1er juillet, tu es comme patron, puis là, tu es comme OK, puis ça prend quelques semaines avant que ça sink in, mais c'est vraiment le fun de ne pas avoir cette pression-là, mais quand même, tu sais que tu as de la formation continue à faire. Tu sais que tu veux rester le meilleur, tu sais, au meilleur de tes connaissances. Donc, tu continues à lire des choses quand même, à regarder dans des livres, à réviser certaines choses. Mais c'est sûr que la maladie de coin de page là, qu'on t'a demandé de nommer dans ton examen de collège, là, it's gone. Okay. It's gone, mais tu sais qu'elle existe, puis tu sais que dans tel livre, tu vas la rechercher. D'accord. Il y a quand même cet aspect-là. Mais oui, il y a un aspect de quand même liberté. Il y a moins de pression, tout ça. Mais il y a d'autres pressions différentes. Maintenant, c'est toi le patron. C'est toi qui es responsable. C'est toi qui es responsable des résultats. C'est toi qui es responsable de ta facturation. Si tu factures pas, il n'y a pas d'argent qui rentre, dépendamment de comment est organisée ta facturation. Ouais. Donc, il y a des nouveaux challenges. Puis ça, je pense que c'est une des choses, puis vous me corrigerez, peut-être que ça a changé, que je trouve qu'on n'était peut-être pas préparé à la vie de patron. Ça n'a pas changé. Bon. En tout cas... non. À la résidence, cet aspect-là de transition vers la pratique, je pense que ça serait important que ça soit intégré dans les programmes de résidence, là, justement, tu vas te mettre à facturer, c'est quoi, comment tu peux faire tes suivis de résultats, tes suivis de patients, comment tu organises, à quelle fréquence tu fais tes rendez-vous. C'est comme toutes ces affaires-là qui est comme un peu genre, ben, vas-y et découvre, ça pourrait être intégré au programme de résidence, malgré que c'est déjà très chargé, mais... En effet. Puis à ça, bon, oui, l'étude vient être un peu écartée, mais vient d'autres challenges, comme par exemple la vie familiale. Puis de ce que je comprends, t'es maman. Yes. T'as un conjoint. Comment tu combines un peu cette vie familiale avec les challenges de ta pratique? C'est dur. C'est dur. Hein, je pense que d'être tout seul, célibataire, c'était plus facile. Donc, tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu as juste 24 heures dans une journée et il faut que tu fasses un peu de tout. Fait que c'est sûr que moi, depuis que j'ai des enfants, je travaille un peu moins. Donc, tu sais, avant, je grindais, là, j'étais là 6 jours semaine, je travaillais comme une déchaînée, je travaillais les week-ends, puis tout. Puis là, tu te fais un conjoint, t'es comme, je vais enlever un jour. Puis là, un enfant, t'es comme, je vais enlever un autre jour. Puis là, je vais enlever un autre jour. Tu sais.
Fait qu'à un moment donné, c'est les retours progressifs aussi. Fait que moi, je fais plus du 4 jours semaine. C'est ça, je pense, mon sweet spot. Ça me laisse une journée dans la semaine pour comme finaliser mes trucs de travail, pouvoir passer la fin de semaine avec mes enfants quand j'exclus les fins de semaine que je suis garde, parce qu'on continue à avoir des gardes malgré tout. Fait que c'est vraiment une balance délicate, là, tu sais. Puis je pense que d'avoir un partenaire compréhensif puis un partenaire qui était au courant justement de qu'est-ce qui va se passer, ça va être quoi la vie maintenant qu'on a des enfants, puis c'est quoi mon travail, puis c'est quoi les exigences, ben ça fait, ça rend les choses un peu plus faciles là, pour moi, mettons. C'est fou. Ali disait exactement la même chose. Justement, cette collaboration avec le partenaire, puis le fait que il faut comprendre un peu c'est quoi la réalité de tout un chacun, puis de travailler ensemble pour un but commun qui est d'être heureux en famille, puis d'être toujours épanoui aussi dans notre milieu de travail. Tu sais, je pense que peut-être aux hautes instances, on comprend pas le fait qu'on veut travailler moins. C'est pas tant qu'on veut travailler moins, c'est qu'on veut que notre vie soit pas juste notre travail. D'accord. Ouais. Fait que je pense que c'est comme ça aussi pour vous, parce que là, on n'est pas dans la même génération, même si on a l'air. Donc, on veut travailler, mais on veut faire autre chose que le travail. Donc, que ce soit avoir des hobbies, que ce soit avoir nos amis, notre famille, c'est important pour nous. Fait que moi, je pense que dépendamment de la spécialité que tu choisis, dépendamment du milieu où tu travailles, il y a de la place pour ça. Moi, je suis chanceuse d'avoir une équipe qui travaille très fort, que moi qui travaille 4 jours semaine, ça n'a pas d'impact non plus sur les patients. Puis ça, c'est la chose aussi qui est importante à savoir, parce que je fais mes gardes, je fais mes trucs, mais je travaille un peu moins, mais je vois autant de patients. Fait que, tu sais, je travaille moins de jours, mais je vois autant de patients. Fait que, à la fin, c'est un équilibre, puis la répartition au sein de l'équipe des tâches. Exactement. En effet. Puis, une chose que j'ai remarqué qui fait un peu partie de votre quotidien, de ton quotidien maintenant, c'est la sensibilisation surtout au public général, notamment 100%, via les réseaux sociaux. Puis, je trouve ça super pertinent d'informer le public. C'est quoi la place des réseaux sociaux, justement, dans la sensibilisation du public, dans l'éducation du public par rapport aux enjeux médicaux? Je pense qu'on peut plus passer à côté. T'sais, je pense que ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre vie. Je peux pas prédire l'avenir, dans 30 ans, ça va être quoi, mais là, actuellement, ça en fait partie. Fait je pense que comme médecin, comme professionnel de la santé, on peut pas passer à côté de ça comme source d'information. Les gens vont chercher sur Internet qu'est-ce qui se passe avec leur santé. Autant leur donner de la bonne information. T'sais, les gens avant, ma génération et un petit peu plus vieux, googlaient les choses. Fait que aller sur Google, blablabla. Maintenant, les gens vont sur TikTok, ils posent leurs questions, ils vont sur Instagram, posent leurs questions. Puis, tu sais, maintenant, avec les algorithmes, on leur sort de l'information. Fait qu'autant mettre de la bonne information out there pour aller contrer la désinformation qui circule, qui a comme pas de bon sens. Là, mais, tu sais, tu te sens David contre Goliath. Là, c'est vraiment... c'est fou comment il y a de la fausse information, comment il y a de l'information erronée qui circule sur les médias sociaux. C'est incroyable. Incroyable. Puis moi, ce qui me fait peur, c'est que Google, c'est une chose, mais là, il vient tous ces outils d'intelligence artificielle que les gens vont pouvoir rentrer dans un appel avec un genre d'avatar, lui poser des questions, puis il va être pas mal plus bon que Google. Puis la question, c'est, ça va être à quel point c'est fiable, puis à quel point c'est adapté à ce patient-là. Fait qu'en effet, je pense que c'est super pertinent d'avoir des sources d'informations qui demeurent justes, basées sur du evidence-based. Puis effectivement, ça nous sensibilise aussi beaucoup par rapport à la place qu'on a en lien avec les patients puis la population générale. C'est ça. Tu sais, l'intelligence artificielle, comme tu dis, ça s'en vient. Là. Ça aussi, va falloir... Tu sais, les médias sociaux, on était là, on regardait ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là, c'est là, on n'a pas le choix d'embarquer dedans. L'intelligence artificielle, c'est un peu la même affaire. Vaut mieux l'apprivoiser, savoir comment ça fonctionne, puis l'utiliser à bon escient. Parce que les gens vont l'utiliser, les gens vont aller les poser leurs questions à ChatGPT. Puis ChatGPT, il va pas forcément dire la bonne affaire. Là. On l'a déjà testé, il dit pas tout le temps la bonne affaire. En effet. Fait que je pense qu'aussi quelque chose qui va être important et qui n'est pas encore dans les cursus, les curriculums et tout, c'est de développer l'esprit critique. Wow. Puis ça, c'est une des choses que je pense que notre système d'éducation manque, c'est de faire développer l'esprit critique aux enfants. Parce qu'ils ils ont 5 ans, ils ont une tablette dans les mains, ils sont capables d'aller taponner tout plein d'affaires puis regarder tout plein d'émissions, mais il faut qu'ils apprennent à développer un esprit de ceci est de la bonne information, ceci est de la mauvaise information. C'est la première chose que ça va être vraiment game changer. Je pense que c'est la réalité qu'on vit. Là. Les gens font leur devoir avec l'aide de ces outils-là, puis je pense qu'en médecine aussi, ça prend beaucoup de place de plus en plus. Fait que c'est pas comment on va se faire remplacer, mais plutôt comment on peut interagir puis vivre avec ces outils-là au quotidien. Fait que ça ressemble un peu à ce qu'on voulait discuter avec toi aujourd'hui. Je sais pas s'il y avait quelque chose sur lequel tu voulais nous partager, qu'on n'a pas eu la chance de te parler, mais en tout cas,
de notre bord, ça a été super de t'entendre toucher sur plusieurs points de ton parcours ou de ce que tu voulais devenir comme chirurgienne cardiaque jusqu'à ce que tu es aujourd'hui. Assis sur un divan, pas chirurgienne cardiaque, mais ouais. Mais merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui puis de nous partager un peu ton expérience puis surtout ton parcours. Ça m'a fait plaisir. Merci pour l'invitation. J'apprécie vraiment.